5 mai 2026, un nouveau numéro de Entre nos jeunes sur Héritage Télévision. Madame, Messieurs, des partout vous êtes en train de suivre la chaîne La Grande Vision. Bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission qui parle essentiellement des idées juvéniles. Comme vous le connaissez bien, nous allons de la politique à l'économie en passant par la culture, la société, l'éducation. Nous abordons tous les domaines de la vie afin de faire le point sur ce que pensent plus de 60% de la population qui constitue la jeunesse aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un nouveau numéro aujourd'hui, une autre thématique. Enfin, aujourd'hui, parler jeunesse. Aujourd'hui, nous parlerons de ce que nous sommes en train de voir, le sous-emploi des jeunes en RDC. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, les taux de chômage, surtout chez la jeunesse, est en train de plus en plus d'aller à la hausse, mesdames et messieurs. Et aujourd'hui, on va décrypter cette question pour savoir est-ce que ces sous-emplois des jeunes RDC, c'est dû à une formation académique qui ne tient pas compte de la compétitivité du monde d'emploi aujourd'hui. Est-ce que les études forment le cadre, les ingénieurs aujourd'hui, les architectes, les informaticiens, les économistes, etc. Est-ce qu'on nous forme en fonction de la compétitivité du marché aujourd'hui? Parce qu'avec l'essor de la technologie, la modernité qui va s'employer aujourd'hui en RDC à travers le monde, mesdames et messieurs, la compétitivité devient encore de plus en plus accentuée pour les employeurs. Est-ce que nos universités nous forment pour qu'on soit à la hauteur de la mission nous confiée par les travails? C'est des sujets qui fera débat aujourd'hui dans ce nouveau numéro d'Entre nos jeunes. Et pour en parler, nous recevons, comme toujours, les jeunes sur ces plateaux d'Entre nos jeunes. Nous commençons avec M. Elimoisé. Bonjour. Bonjour à vous, cher Gédéon Kassongo. Somptueuse salutations également à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont bel et bien en train de nous suivre de partout. Bonjour aussi aux co-débatteurs ici sur les plateaux. C'est toujours un plaisir de se retrouver autour de cette tribune authentique et engageante où la pensée juvénile s'exprime avec beaucoup plus de lucidité. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons très bien et nous sommes là en tout cas pour cogiter autour de ces sujets, les sous-emplois des jeunes. En tout cas, il y a beaucoup de choses à dire parce que les jeunes qui sont en train de nous suivre de partout là ont besoin d'entendre justement la matière qu'il faut pour qu'ils puissent voir comment se situer. Oui. OK. Et déjà, notre sujet du jour, on parle aujourd'hui du sous-emploi des jeunes. Est-ce que c'est la conséquence d'une formation académique qui ne tient pas compte de la compétitivité du marché d'emploi? Votre premier regard d'effet par rapport à notre sujet? Vous savez, le problème d'abord, c'est de savoir c'est quoi les sous-emplois. Les sous-emplois, c'est tout simplement le fait que quelqu'un exerce un emploi qui est en dessous justement de sa qualification. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a fait le droit. Il se retrouve à pouvoir exercer les métiers de sécurité, par exemple. Par exemple, Alors là, c'est le sous-emploi. Ça veut dire qu'il y a une adéquation entre la qualification ainsi que l'exercice justement du métier qu'il est en train de pouvoir justement exercer. Et donc le sous-emploi, ce n'est pas seulement le manque d'emploi, mais aussi l'exercice de l'emploi. Des orientations. Voilà, mais qui ne corrobore pas précisément à la formation que vous avez faite. Ça peut être des emplois précaires ou encore justement des emplois déguisés, mais quand même vous exercez de l'emploi. Merci. Alors, l'autre première impression, c'est qu'aujourd'hui, Merci. Voilà, on revient à vous. Je suis avec M. Arsène Lunga, bonjour. Bonjour, monsieur le présentateur. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. J'ai profité de l'honneur pour saluer tous les finalistes, toutes les personnes qui viennent présenter leur examen d'État. Nous les encourageons en tout cas d'étudier convenablement et de faire convenablement. Je crois que l'avenir le donnera raison dans ce qu'ils sont en train de faire. Et déjà aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui cadre avec l'éducation, le sous-emploi des jeunes RDC. Voilà. Un jeune qui a fini en architecture se retrouve aujourd'hui security, en train d'être receveur par exemple, chauffeur de bus, des taxis, mais également ces sous-emplois des jeunes. Nous constatons que sur 60%, 60 ou plus, que constitue la démographie de la RDC, peu sont ceux aujourd'hui qui ont un travail de qualité. C'est quoi votre premier regard d'effet par rapport à notre sujet? Déjà pour ceux qui sont en train de venir, on ne va pas leur dire que bienvenue au chômage, mais c'est les mots qu'il faut. Parce qu'on ne va pas leur avaler la face, on doit leur dire la vérité. Vous finissez les études, donc quoi est-ce que vous avez fini? Qu'est-ce que vous devenez demain? Mais aujourd'hui, comme le dit Laurent Désiré-Kabel, c'est prendre en charge. Prenez-vous en charge. Voilà, prenez-vous en charge. Nous devons nous prendre en charge. Si on ne se prend pas en charge, nos études aujourd'hui, c'est devenu, nos maisons, c'est devenu aujourd'hui comme de musées, où lorsque nous finissons, avec nos diplômes, nous prenons des diplômes et aller déposer dans nos maisons. Et nos diplômes qui sont devenus nos maisons qui sont devenues de musées aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train d'encourager toutes les personnes qui sont en train de suivre ou les jeunes qui ont eu à présenter leur examen d'État, qui seront
devant le chômage. Oui. Mais c'est ça le mot qu'il faut. Merci. Ils seront Merci. devant le Merci. chômage. On va revenir à vous. Je suis avec M. Félix Kabamba. Bonjour. Bonjour, M. Gédéon. Bonjour également au milieu des téléspectateurs en train de nous suivre à l'instant. Et je dis également bonjour à mes co-débatteurs que je suis avec eux sur ce plateau. Voilà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois. Un plaisir réellement pour nous de vous recevoir. Exactement. Alors, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que la thématique qui est aujourd'hui sur table, et c'est une thématique qui va vraiment intéresser même tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre, pas seulement les jeunes, même les parents également. C'est pourquoi j'aimerais justement attirer l'attention de tous les téléspectateurs à l'instant, de se concentrer et d'être assoiffés de ce que nous allons commencer à donner comme les analyses par rapport à ces grandes thématiques. Merci. Je reviens à vous. Je suis avec la dernière personne sur ce plateau, M. Jean-Pierre Kakoudi. Bonjour. Bonjour, M. Gédéon. Nous sommes en train de saluer aussi nos fidèles qui nous regardent à chaque fois, chaque mardi, à la même heure. Nous sommes en train de les saluer aussi. J'espère que vous allez bien. Oui, nous allons bien. Tu vois déjà votre premier regard d'effet par rapport au sujet du jour. Nous parlons éducation aujourd'hui, nous parlons sous-emploi des jeunes RDC. Est-ce que c'est cette forme d'une formation académique qui ne tient pas compte des réalités que les jeunes rencontrent dans le monde de l'emploi? Merci beaucoup pour cette question. Mais de prime abord, j'aimerais qu'on puisse mettre un peu les décors. Oui. Parce qu'il y a une chose que M. Eli vient de dire ici avec laquelle je ne suis pas d'accord. Okay. Il a dit que les sous-emplois, c'est lorsque quelqu'un fait un travail qui n'est pas de sa formation. Non. Une personne qui est désorientée. Si qui est désorientée, non. Ça, ce n'est pas des sous-emplois, mais ça, c'est un chômage déguisé. Okay. On parle du sous-emploi, c'est lorsque l'offre d'emploi est inférieure à la demande d'emploi. Okay. Voilà. Et notre premier regard de fait, lorsqu'on parle de ces sujets, nous voyons trois acteurs. Le premier acteur, c'est l'université. Et lorsque je parle d'université, c'est le système éducatif. Est-ce que le système éducatif est bien adapté par rapport au deuxième acteur, qui est l'entreprise? Est-ce que le système éducatif est bien adapté par rapport à ce que nous voyons sur le marché de l'emploi, à ce que demande l'entreprise? Et le troisième acteur ici, c'est l'étudiant. Après mes études, je ferai face à une entreprise. Et ce que l'entreprise va me demander, est-ce que je suis capable de donner? Et aussi, pas seulement être capable de donner, et aussi lorsqu'on regarde la réalité de la République démocratique du Congo, c'est qu'il y a sous-emploi. Et lorsque moi, après mes études, je vais entrer dans le monde du travail, où je serai chômeur, est-ce que je vais faire face à ces chômages-là? Voilà les trois acteurs. Et alors que nous serons en train de partir, nous serons en train de donner quelques éléments de réponse. Merci. Je suis avec M. Eli Moïse. On revient à vous. Aujourd'hui, c'est quoi la cause principale? Le sous-emploi des jeunes RDC. Est-ce que c'est la conséquence d'une formation académique qui ne tient pas compte de réalités que les jeunes rencontrent sur terrain? Merci beaucoup, M. Gédéon Kassongo. Mon co-débatteur vient déjà d'attirer l'attention des téléspectateurs, mais je pense que je vais lui renvoyer quelque part. Selon les derniers rapports du Bureau international du travail, moi, personnellement, je suis psychologue du travail des organisations. Et donc, cette matière, c'est une matière qui nous concerne et qui attire particulièrement notre attention. Donc, le sous-emploi, c'est ce qu'on a dit. Ça veut dire que la personne est en train d'exercer un métier qui ne corrobore pas aux compétences qu'il a. Alors que ce qu'il parle là, c'est la loi de l'offre et de la demande. Est-ce que réellement, parce que avant que je réponde d'abord à votre question, le chômage ou encore le chômeur ou encore le sous-emploi ne concerne pas tout le monde. D'abord, il faut savoir qui est chômeur. Dans le chômage, nous avons ce qu'on appelle les actifs occupés et les actifs inoccupés. Vous savez, les actifs occupés, ce sont des personnes qui ont une qualification et ils exercent un métier quelconque. Pendant que les actifs inoccupés, ce sont des personnes qui ont une qualification, mais ils n'arrivent pas à exercer un emploi. Alors, pendant que les actifs occupés exercent un emploi, donc ça veut dire que je suis qualifié en médecine, je dois exercer les rôles de médecin. Mais par contre, au lieu que j'exerce les rôles des médecins, je suis en train d'exercer les rôles des charpentiers, des cambistes, des maçons. Par là, on est dans le sous-emploi. Il y a inadéquation entre les compétences. La cause principale, qu'une personne, par exemple, qui est spécialisée, vous avez parlé des actifs occupés et des actifs inoccupés. Ce sont des facteurs qui sont premièrement sociaux. Je ne suis pas contre ça. Qu'est-ce qui fait à ce qu'un actif, par exemple, qui a des capacités, des qualifications,
dans un domaine bien précis, par se retrouver dans un autre domaine qui n'est pas en cohérence avec les compétences qu'il a acquises? Ça fait partie, premier facteur que je relève ici, ça dépend de la politique nationale de l'emploi. Okay. Cette politique nationale de l'emploi doit directement renvoyer à ce qu'on appelle les programmes nationaux ou les systèmes éducatifs. Il y a totalement une adéquation entre les matières de formation existantes à l'université ainsi que l'évolution du monde. Okay. Ça veut dire que le marché de l'emploi est en train d'évoluer, les compétences recherchées dans les entreprises n'y s'y retrouvent pas à l'université. Okay. C'est pourquoi il y a affluence des personnes sur le marché de l'emploi, mais il n'y a pas véritablement les compétences qu'on recherche. Okay. L'essentiel, c'est quoi? C'est qu'il doit y avoir certaines réformes qui doivent être engagées au niveau du système éducatif. Okay. Au niveau du système éducatif, il y a un sérieux problème. On forme beaucoup plus. Regardez, aujourd'hui, il y a des facultés pléthoriques. Droit, économie. Est-ce réellement toutes les personnes, les étudiants qui finissent en droit, en économie, ont la facilité de trouver un emploi, par exemple, dans des banques? Je prends l'exemple de... Il y a combien de banques? Voilà, je prends par exemple le banque aujourd'hui. Monsieur Gédéon, vous ne pouvez pas nier ici qu'il existe aujourd'hui des guichets automatiques. Ouais. Pendant que ces guichets automatiques, il y avait quelqu'un qui travaillait manuellement. Ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même pour soit déposer votre argent en banque, soit pour retirer votre argent en banque, vous n'avez plus besoin d'aller voir quelqu'un. Vous avez votre carte. Vous avez votre carte et vous introduisez dans les guichets directement. On ne vous donne même pas des faux billets. Vous comprenez que... Ah oui, on ne vous donne même pas des faux billets. La machine elle-même est en train d'exercer ce travail à la place de l'homme. Okay. C'est par là qu'il y a une éducation. Par là, on n'a pas besoin de quelqu'un qui a fait vraiment l'économie pour être là à la banque, pour essayer de donner de l'argent de façon manuelle. Donc, les compétences qui existent là à l'université n'arrivent plus à s'adapter vers le marché de l'emploi. L'employeur n'a plus besoin de cette personne-là. Il a maintenant des besoins de quelqu'un qui maîtrise, par exemple, l'intelligence artificielle, les numériques, l'informatique. Okay. C'est ce qui doit y être à l'université. Merci. Je suis avec monsieur Arsène Lunga. C'est quoi la cause principale aujourd'hui des sous-emplois des jeunes en RDC? Un jeune qui finit les études, malheureusement pour lui, n'a pas de travail, ou il finit dans un domaine, mais il travaille dans un domaine qui il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas une sorte de liaison entre ce qu'il a fait à l'université et ce qu'il fait aujourd'hui. C'est quoi la problématique aujourd'hui? Déjà, pour partir, il faut savoir que nous sommes dans un pays sous-développé. Okay. Et dans un pays sous-développé, vous n'allez pas y trouver des emplois comme si on partait y ramasser partout au monde. Non, non. Nous sommes dans un pays sous-développé. Mais aussi, je reviens à ce que M. Elie Moisé venait à peine de dire. Qu'à la place de l'homme, on a essayé d'optimiser, d'utiliser la machine. Mettre la machine à la place de l'homme, faire appel à la machine. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai ce qu'il est en train de dire. Mais vous devez savoir quelle est la cause principale qui a fait en sorte que l'homme ou la machine puisse prendre la place de l'homme. Aujourd'hui, qu'on se dise la vérité. Dans ce qui est la confiance sur la monnaie, c'est tellement difficile que vous puissiez faire confiance à un homme. Parce que l'homme va toujours vous rendre un mauvais service. Il peut détourner. Il peut détourner, voyez-vous. Mais lorsqu'on a la machine, et aussi, pas seulement ça, au-delà de ça, la machine sait travailler aussi de manière plus rapide. Et aussi plus efficace. Pas seulement ça, mais aussi la machine a une certaine durée que l'homme ne peut pas aussi atteindre. Voilà. Par rapport à quoi? L'homme peut s'fatiguer. L'homme peut travailler pendant 3 heures du temps et s'est fatigué. Il a besoin de prendre une pause. Mais la machine, ça peut faire toute une journée, 24 heures sur 24. Il faut venir et revoir. Ce quelque part, la machine vient aussi en aide. Mais pour revenir à la question, la cause majeure qui fait en sorte qu'il y ait pas l'emploi en République démocratique du Congo, comme je l'ai insinué au départ, que c'est d'abord, nous sommes dans un pays sous-développé. Et est-ce que être dans un pays sous-développé, ça justifie aujourd'hui cette désorientation de jeunes? C'est fait de sous-emploi déjà dans un pays sous-développé, c'est normal? Vous ne pouvez pas être dans un pays sous-développé, tout le monde ou tous les jeunes vous travaillent. Non. Vous êtes sous-développé, vous devez vous développer. C'est là que les jeunes doivent réfléchir. Vous savez, moi, je quittais le débat de commencer à imputer telle ou telle autre personne la faute. Kabila a fait, Tshisekedi a fait, Kabila n'a pas fait, Tshisekedi n'a pas fait. Tout ça, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que nous devons nous trouver la solution. À nous-mêmes. Comme Mouzé l'a dit. Nous, en tant que jeunes, on doit se prendre en charge comme Mouzé Laurent Désiré Kabila l'a dit. Nous, en tant que jeunes, qu'est-ce que nous allons faire pourvu que nous puissions améliorer
les conditions de vie. Okay. Qu'est-ce que nous allons faire pourvu que nous puissions améliorer les conditions de l'éducation? Qu'est-ce que nous allons faire pour améliorer les conditions de l'employabilité en République démocratique du Congo? Si c'est là, n'est pas vraiment donné au vrai sens du mot. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que nous et vous, assis aujourd'hui, nous serons nous sommes d'ailleurs appelés à diriger le secteur de la vie nationale, nous et vous. Mais qu'est-ce que nous allons offrir demain si on n'est pas mieux préparé aujourd'hui? Et quand on parle de préparation, on parle de la formation académique. De la formation académique. Oui. Bien que ces personnes-là qui sont de l'autre côté, on peut leur imputer la faute, ils sont dans la corruption, ils sont dans tout ça et là, oui. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire pour y remédier, pour donner une certaine solution, pourvu que nous puissions aller de l'avant? Nous sommes jeunes. Ouais. C'est le temps qu'il faut refuser d'être dans ce qui est la corruption. C'est le temps de refuser d'être dans ce qui est illégal. Ouais. Mais si nous devons quitter ce qui est illégal et ramener ce qui est légal, parce que demain après-demain, Tshisekedi ne mourra pas sur le pouvoir et ne restera pas au pouvoir éternellement. Non plus Kabila, non plus toutes ces personnes-là qui sont au devant. La classe politique est en train de passer. La classe politique est en train de passer en fait. C'est nous qui allons remplacer. La classe politique qui est en train de passer sont en train de léguer à quelle classe politique qui est en train de venir pourvu que cette classe politique puisse mieux diriger. Quelle jeunesse voudriez-vous diriger? Merci. On va revenir à vous. Je suis avec M. Félix Kabongé. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, que les compétences académiques, la formation académique que nous sommes en train d'acquérir aujourd'hui en RDC, est-ce que ça correspond aux demandes, aux attentes des employeurs en RDC? Merci beaucoup pour la question. Avant de répondre à la question, je vais d'abord ajouter quelque chose par rapport à l'intervention de mon précédent. Il a parlé du chômage en mettant en évidence la RDC étant un pays sous-développé. Il faut savoir que le problème du chômage et des sous-emplois, même dans les pays développés, il y a des chômeurs, mais ça dépend du taux. Voyez-vous. Donc là, ne mettez pas en évidence que la RDC, il y a les problèmes de sous-emploi parce que c'est un pays sous-développé. Non, vous ne pouvez pas être dans un pays développé. C'est un autre débat. Vous ne pouvez pas être dans un pays développé. Regardez dans les pays développés, il y a des jeunes qui vous travaillent. Mais dans un pays sous-développé, on va parler en termes de sous-développé. Pas question de mettre en évidence que c'est un pays sous-développé. C'est pourquoi il y a les sous-emplois. Terminez votre idée, M. Félix. Alors, revenons à la question. Oui. D'abord, M. Eli l'a également épinglé. En fait, l'inadéquation entre les compétences acquises à l'université et les compétences qui sont recherchées sur le marché du travail, c'est un élément déterminant qu'on ne peut pas oublier, voyez-vous. Donc, c'est que je vais demander, parce que là, le problème est réparti aux jeunes et aux universités. Je commence avec les universités. Les universités devraient être aujourd'hui, parce que les systèmes, parler du système, donc révision des systèmes académiques, on en a parlé pendant des années, vous voyez. Donc aujourd'hui, on va demander aux universités d'être en collaboration parfaite avec les entreprises, voyez-vous. Qu'est-ce que les entreprises, quelles sont les connaissances que les entreprises ont besoin, vous voyez. S'ils sont en collaboration parfaite, c'est partant de ces compétences-là qu'ils vont actualiser les systèmes, qu'ils vont actualiser leur calendrier académique, voyez-vous. Par là, je peux donner un exemple d'un supermarché. Un supermarché, ça ne produit pas les marchandises. Ce sont des entreprises qui produisent. Dans les supermarchés, c'est un distributeur, voyez-vous. Alors, si un produit n'est pas recommandé par les clients, est-ce que l'entreprise met le produit dans les supermarchés et que le produit plutôt arrive jusqu'à la date de péremption, les clients ne viennent pas? Si ça fait 3 à 4 ans, le supermarché va signaler à l'entreprise que les produits n'est pas sollicités sur le marché. On peut résilier les contrats, on ne peut pas continuer avec vous. C'est la même chose. Si les universités savent que les produits finis qu'ils sont en train de lancer sur les marchés, les entreprises ne consomment pas ça. Au niveau des universités, ils devaient revoir qu'est-ce que nous devons ajuster, qu'est-ce que nous devons améliorer. Et aussi au niveau de la personne en question, l'étudiant, la formation de l'étudiant, parce que nous avons une mauvaise conception de la formation académique. C'est lorsque tu finis à l'université, tu te dis que bon, je finis, tu jettes tes cahiers, tu jettes les choses d'apprendre, vous voyez, c'est autre chose. Parce que lorsque tu finis à l'université, c'est maintenant là que la vraie vie commence, la formation, voyez-vous. L'auto-formation. L'auto-formation, mais on peut mettre en évidence, vous voyez, parce que je vais donner un exemple de la réussite, souvent parce que je lis dans un livre de Dr Claudel, les prix de la réussite que vous-même recherchez, là, il a dit quelque chose qui avait tiré mon attention, c'est que la réussite n'est pas la destination. Mais c'est un parcours, un processus permanent qui ne s'arrête jamais. Donc quand tu te dis que dans 2025, je vais atteindre peut-être 5 millions. Lorsque tu vas atteindre 5 millions,
Tu auras besoin de 2 millions. Tu as besoin de te marier. Voilà. Tu te maries, tu auras besoin des enfants. Des enfants. Bon, mon objectif, c'est d'avoir que mes enfants se marient. Tes enfants se marient, j'ai besoin de voir les petits-fils de mes enfants. Voilà. Donc, c'est un processus permanent qui ne peut jamais s'arrêter. C'est la même chose avec le cours. C'est la même chose avec les cours. Donc, lorsque tu finis, tu dois être dans la formation continue. Être maintenant là, parce que, bon, je vais finir. Les compétences académiques ou les diplômes, les études universitaires, donc les gens prennent ça comme un chemin, plutôt une voie royale, au détriment des formations professionnelles et des formations pratiques. Voyez-vous. Parce que ce sont les formations-là qui vont te permettre, qui permettent aux gens de s'insérer professionnellement. Aujourd'hui, nous avons des gens qui finissent à l'économie, qui ne savent même pas manipuler Excel, qui ne savent même pas manipuler Word, voyez-vous, licenciés, voyez-vous. Voilà. Est-ce que les entreprises auront besoin de ton diplôme, que je suis diplômé licencié en économie, mais on aura besoin de la compétence pratique. Les entreprises ont besoin du savoir théorique et du savoir-faire. Pratique. Parce que les étudiants, quand ils finissent, ils terminent à l'université, ils ont beaucoup de théorie. Alors quand ils passent là-bas, ils mettent la machine au vraiment des méthodes, c'est bien des exercices. Voilà, les étudiants commencent à planter sur la machine. Voilà. Un licencié. Merci. Voyez. Merci. Donc, on va revenir à vous. Merci. Je suis avec M. Jean-Pierre Kapoudji. Est-ce que le sous-développement de la RDC aujourd'hui, M. Arsène Longa a souligné bien sûr le sous-développement du pays, est-ce que ça peut justifier les taux de chômage qu'on est en train d'enregistrer aujourd'hui, surtout du côté de la jeunesse? Merci beaucoup pour la question. J'étais étonné lorsque M. Félix était en train de dire que le sous-développement n'a pas à faire dans les sous-emplois d'un pays. Okay. Moi, je pense que le sous-développement a quelque chose à apporter dans l'exercice, dans l'emploi des jeunes. S'il vous plaît, vous avez votre temps de parole. Merci. Oui, les taux, oui. Mais parce que si vous dites que parmi les missions régaliennes de l'État, il y a aussi ce qu'on dit que l'État doit créer des emplois pour les jeunes. Exactement. Mais s'il dit que les sous-emplois n'ont pas à faire dans le chômage, moi je m'étonne. Moi je pense que le sous-développement a quelque chose aussi à apporter dans les sous-emplois. Par exemple quoi? Par exemple, est-ce que le sous-développement empêche les jeunes à s'auto-éduquer, par exemple? Voilà. Est-ce que le sous-développement empêche les jeunes de prendre des initiatives personnelles afin d'acquérir certaines compétences pratiques et être éligibles sur le marché? Ça c'est la bonne question. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire qu'il y a une différence entre chômage déguisé et sous-emploi. Parce que si M. Eli était en train de dire que les sous-emplois, c'est lorsqu'un jeune a terminé, par exemple, en psychologie, il prend une moto, il commence à rouler, c'est ce qu'il appelle sous-emploi. Moi, c'est faux. Parce que je regarde la situation de mon pays. Je me dis que l'État ne me donne pas l'emploi. L'emploi pour lequel j'ai étudié. Pour lequel j'ai étudié. Je me fais une moto. Et je peux travailler. Et là, vous appelez ça comment? Non, et là, vous appelez ça comment? Non, s'il vous plaît. J'ai comme l'impression que vous parlez de la même chose et vous êtes en train juste de vous perdre. Là, c'est la même chose. Le sous-emploi, tout comme... Ça, ce n'est pas un sous-emploi. Oui, parce que, s'il vous plaît, s'il évoque la question de dire que le sous-emploi, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande de l'emploi, et avec l'emploi déguisé, en quoi il y a des différences? S'il vous plaît. On parle de sous-alimentation, par exemple. Sous-alimentation, c'est quand l'aliment qu'on mange n'est pas en adéquation, avec ce que le corps demande. Avec la santé. Avec la santé, par exemple. Et c'est ça, les sous-emplois. Et l'emploi déguisé, c'est quoi? J'ai comme l'impression, vous parlez de la même chose, mais dans des termes qui sont différents. Donc ça veut dire que c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose. Les sous-emplois, c'est la même chose. Les chômages déguisés, c'est quoi? Ça veut dire, ici, le chômage, tout le monde n'est pas chômeur. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas une qualification, on ne peut pas l'appeler chômeur. Vous comprenez? Il y a des gens qui surquillent là, dans des quartiers, disent je suis chômeur. Mais vous avez quelle qualification? Vous avez quelle compétence? Est-ce que... Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans un pays où... Non, écoutez. Regardons les téléspectateurs, s'il vous plaît. Oui, je regarde les téléspectateurs. Non, je regarde les téléspectateurs. Non, il n'y a rien qui nous complique. Dans mes minutes, je vous donne mes minutes. Nous devons mettre les choses au clair, chers journalistes. Je vous donne mes minutes. Nous devons mettre les choses au clair. C'est une question cruciale. Est-ce que tout le monde peut être appelé chômeur? J'ai dit non. Comment ça? Comment on peut pas... Le premier élément, je l'ai souligné tantôt. J'ai dit, quand on parle du chômage, on parle en termes des populations. Nous avons des populations qui sont des actifs occupés, des actifs inoccupés. Dans les actifs occupés, ce sont des personnes qui ont des qualifications et qui exercent un emploi. Vous comprenez? Un emploi dans leur domaine. Tout à fait. Vous comprenez? Mais pendant que des actifs inoccupés,
C'est par là qu'on peut insérer même des personnes qui exercent des emplois déguisés, dans le sens où, lorsque quelqu'un a une qualification, mais il lui manque l'emploi qu'il faut pour l'exercer. Ça veut dire comment, par exemple... S'il vous plaît, monsieur. Oui. C'est un actif Non, oui. Non, c'est un débat scientifique. Nous sommes en train d'offrir... oui, c'est ça. Donc, c'est dans les actifs inoccupés, d'où on peut insérer... Tout à fait. Tout à fait. Je pense que c'est ça. Alors que quelqu'un qui est là, dans la société, aucune qualification et dit « je suis chômeur ». Est-ce que si on cherche par exemple les informaticiens, vous avez un diplôme en informatique? Non, vous n'en avez pas. Vous n'avez pas un diplôme. Donc ça veut dire, si on parle en termes de qualification, on a besoin des journalistes à héritage. Est-ce que vous avez un diplôme de journalisme d'université pour venir postuler? C'est ça. Donc, vous avez un diplôme, mais vous n'êtes pas journaliste. Vous êtes actif inoccupé. Merci, je peux parler. Merci beaucoup. Je pense que M. Eli il est en train de perdre les téléspectateurs. Non. Je peux mettre un point, puis je vais revenir à votre question. Un actif inoccupé, ce sont des gens qui sont actifs, mais qui n'ont pas un emploi. Par exemple, un étudiant, c'est un actif inoccupé. Ce n'est pas ce qu'il dit là. Allez tout droit à la question. Voilà. Là, vous êtes en train de détourner la chose. Je vais lui donner les notes des cours. Je vais lui donner les notes des cours du marché de l'emploi. Voilà, le problème ici, voilà pourquoi j'étais en train de parler des trois acteurs. Le premier acteur, c'est l'université, les systèmes éducatifs. Je suis pour ce qu'ils ont dit. Aujourd'hui, l'université est en train de nous donner des théories au lieu de nous donner la pratique. Parce que l'entreprise, aujourd'hui, n'a pas besoin des gens qui nous disent 1 + 1 = 2. Mais l'entreprise, aujourd'hui, a besoin des gens qui vont faire. Voilà. Par exemple, un étudiant la compétence pratique. Voilà. Aujourd'hui, l'entreprise n'a pas besoin de compétences théoriques. Vous m'enseignez aujourd'hui que Diego Cao a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Ça va m'aider en quoi? Ça va aider l'entreprise en quoi? Ça va m'aider en quoi dans l'entreprise? À connaître l'histoire de ton pays, bien sûr. Non, j'ai pas besoin. L'entreprise n'a pas besoin de l'histoire de mon pays. Mais l'entreprise a besoin d'une compétence pratique. Ça, c'est les problèmes. Je prends un exemple. Les historiens. Les gens qui font l'histoire, par exemple. Voilà, regardez des historiens. Il est archéologue, par voilà. exemple. Il a besoin et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui dans la société? Il a découvert l'embouchure du fleuve Congo. Qu'est-ce qu'ils font dans la société? C'est ce que M. Eli a dit aujourd'hui. Il y a certaines facultés avec le temps. Ça va se perdre. Par exemple, parlons des informaticiens, ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Lui est en train de faire tout. Voilà. Aujourd'hui, pour faire un logo, je peux recourir à lui au lieu d'aller voir quelqu'un qui peut me faire le logo. Est-ce que la qualité peut être optimale? Oui. Exactement. Oui, ça dépend de l'IA. Ça dépend de l'IA qui nous utilise. Parce qu'il y a des... Je termine. Monsieur, je termine, s'il vous plaît. Le deuxième acteur que j'étais en train de parler, c'est l'étudiant lui-même. L'université peut te donner toutes les compétences. Maintenant, toi, étudiant, qu'est-ce que tu fais des compétences que l'université t'a donné? On dit l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Voilà, ce que vous faites, ce qu'on a fait de vous. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous sommes aventuriers. Voilà. Ne blâmons pas seulement l'État, ne blâmons pas seulement l'université. L'université nous donne tout. Des fois, oui, mais c'est que nous, étudiants, c'est que nous, jeunes, devant le marché de l'emploi, qu'est-ce que nous proposons à l'entreprise? Ça, c'est le deuxième problème. Le troisième problème, c'est dans l'entreprise. Est-ce que l'entreprise est en train de recruter les compétents ou bien est-ce que l'entreprise est en train de mettre une politique où il faut un frais de tel pour être recruté, où l'entreprise est en train d'utiliser le népotisme. Donc aujourd'hui, le problème est partagé. Et du côté du système éducatif, l'université, et du côté de nous jeunes, nous qui sommes devant le marché de l'emploi, et du côté de l'entreprise. Voilà pourquoi j'ai dit le problème, ce n'est pas seulement le sous-développement, mais le problème est partagé. Merci. Je suis avec monsieur Félix Kamba. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui que l'étudiant aussi a sa part de responsabilité dans ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui, le sous-emploi des jeunes? Vous ne trouvez pas que l'étudiant, l'université peut être là, donner la matière de manière complète, mais l'étudiant lui-même qui ne prend pas au sérieux ses études? Est-ce que vous croyez que cet étudiant-là mérite vraiment, si on parle en termes de méritocratie, est-ce que cet étudiant mérite aujourd'hui d'être embauché dans une entreprise, bien sûr, pour exercer une compétence? Merci beaucoup pour cette question-là, mais si je dois permettez-moi dans la question que je puisse un peu penser ce qu'il a intervenu. Il a parlé que l'IA fait tout aujourd'hui. Moi, j'interviens en tant que CEO d'une agence, LK Concept Agence, une agence qui est presque dans la communication visuelle et tout le reste. Il a parlé des logos que l'IA fait tout. Là, ça dépend des cibles. Voilà. Ça dépend de quel type. Peut-être Église, ça va. Une personne qui fait ses visuels pour publier sur Facebook et tout les ça va. Mais si c'est une entreprise,
une personne qui fait des choses avec clarté, une personne qui veut garder une identité. Vous connaissez des brand identity, voyez-vous? Donc, c'est une identité que l'entreprise a. Nous sommes dans une émission, je ne vais pas citer des entreprises, les noms. Allez-y. Mais ce que je vais épingler là-dessus, c'est que dans la conception graphique, il y a l'identité qu'on conserve. Aujourd'hui, les affiches. Vous savez que Mark Zuckerberg a renvoyé plus de 8000 employés à cause de l'IA. Et parmi les 8000, il y avait 5000 informaticiens. Vous savez ça? Vous êtes au courant? Monsieur Jean-Pierre Kagoudi, s'il vous plaît. Merci. Je vous donne les statistiques. Vous avez votre temps de parole, vous le laissez finir. D'accord. Allez, je suis Vous allez sur Facebook. Vous n'avez pas d'identité. Déjà, les visuels de l'IA ressemblent à tout. Donc, si monsieur X, monsieur Y publie, tous les visuels ressemblent à tout. Déjà, si tout ressemble à tout le monde, ce que vous publiez ressemble à tout le monde, vous n'aurez pas d'identité. Voilà. Est-ce que je pense sur les réseaux, vous voyez les images, les visuels. Allez-y de droit. Alors, est-ce que l'étudiant lui-même n'est pas responsable de ces emplois aujourd'hui qu'on est en train d'observer? Partons de cette question. Ouais. L'étudiant a une responsabilité qu'on doit mettre également en évidence. Voilà. C'est la formation continue, comme je l'ai épinglé également. La formation continue dans le but que les entreprises ont des compétences beaucoup plus pratiques. Les entreprises ont des compétences beaucoup plus pratiques qui vont aider à l'entreprise d'aller de l'avant. Voilà. Là, on peut mettre peut-être la discrimination par rapport aux 5 ans d'expérience de travail et tous les restes. Ça, c'est un autre débat. Parce que souvent aussi, les entreprises mettent ça en évidence parce que je prends l'exemple d'une équipe de football, le Real Madrid. Lorsqu'aujourd'hui, Real Madrid veut recruter un joueur, un défenseur, il ne veut pas les recruter pour l'apprendre comment réceptionner, si c'est un défenseur, comment réceptionner un ballon. Il faudrait déjà quelqu'un qui est complet. Comment marquer il recrute un buteur ou bien un attaquant, comment marquer les buts, voyez-vous. Voilà. Donc, ça dépend des entreprises aussi. Mais aussi dans l'application des jeunes, c'est d'être dans la formation continue. Aujourd'hui, nous avons l'entrepreneuriat. C'est de se former à l'entrepreneuriat, de se former par rapport au numérique, parce que le numérique aujourd'hui, comme l'un des intervenants avait aussi également épinglé dans son intervention, avec 2 ans, 3 ans, 5 ans devant nous, le numérique va vraiment avoir un grand pourcentage par rapport dans les entreprises. Voilà. Beaucoup de postes seront obsolètes. Alors si toi, jeune, tu ne t'adaptes pas à l'évolution de ces mondes. Même les ceux qui sont dans les entreprises, s'ils sont là, que je sais mon travail, ils seront limogés, voyez-vous. Alors permettez-moi de finir. Là, je vais demander aux jeunes d'avoir l'esprit de créativité, d'avoir l'esprit d'initiative et d'appartenir à un réseau. Là, c'est un élément très important que nous ne devons pas oublier. Parce qu'aujourd'hui, nous savons que les bonnes opportunités ne sont pas affichées en public. Or que les opportunités se cachent dans les connexions, des conférences, tu sais, des relations, des événements là où il y a des grandes personnes. Tu vas même si tu vas rien écouter, parce que même vas-y quand même. $5, peut-être c'est beaucoup pour une personne qui est au chômage, qui n'arrive même pas à manger par jour. Mais si c'est gratuit, ton travail n'est pas d'écouter. Dépend seulement les contacts des personnes qui sont dans la salle. Le but c'est de constituer un réseau. Je vais avec monsieur Arsène Ilunga. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui que nos universités forment des généralistes, des personnes qui n'ont pas une sorte de qualification fixe. Je prends l'exemple d'une personne par exemple qui se forme aujourd'hui en informatique. Mais vous allez prendre chez cette personne qui se forme en informatique, il y a des cours qui n'ont pas des liens directs avec l'informatique. Il y a des cours dont, quand vous voyez les cours, vous dites est-ce que cet étudiant est en informatique? Quand vous voyez les cours, vous confondez. Vous dites est-ce que cet étudiant, ces cours vont l'aider à acquérir quelles compétences pour être utile pour quelle entreprise? Donc, il faut qu'aujourd'hui, nos universités forment aussi des personnes qui ne sont pas qualifiées également. Vous savez, je dirais pas que nos universités ne forment pas suffisamment, mais je dirais que nous sommes généralistes. Nous sommes des généralistes, en fait, tous. Pourquoi? Parce que nous sommes censés connaître sur tel ou l'autre angle. Si vous partez dans ce qui concerne la médecine, la médecine va vous renvoyer sur ce qui concerne le droit. Si vous partez sur ce qui concerne le droit va vous renvoyer sur... Est-ce que la médecine va vous renvoyer sur ce qui concerne le droit? Bon, s'il vous plaît, je voudrais un peu intervenir un tout petit peu, permettez. Non, s'il vous plaît, tel que vous avez posé la question, j'ai comme l'impression que mon co-débatteur a tapé un peu à côté. Nous ne sommes pas des journalistes. Les cours qui sont donnés à la faculté ou dans la filière informatique qui concernent le droit, ce sont des cours en termes d'information. Ça fait
pas de vous informaticiens. Ça ne fait pas de vous... Non, on ne vous forme pas... Oui. On prend une matière, une matière des ingénieurs. Quand je parle... S'il vous plaît. On prend une matière des ingénieurs aujourd'hui, on inculque cette matière chez les médecins. Vous ne croyez pas que c'est une forme de cacophonie? Parce qu'aujourd'hui, l'exemple est palpable. Non, il y a celle-ci. Vous savez, les législateurs congolais... Oui. Aujourd'hui, on part dans les hôpitaux qu'on a sur l'étendue du territoire. Combien de spécialistes avons-nous? Si nous cherchons aujourd'hui un ophtalmologue en RDC, combien d'ophtalmologues vont se présenter? Vous voyez, mais quand on cherche des généralistes, des personnes qui sont des médecins généralistes, on va trouver des médecins. Vous ne croyez pas qu'aujourd'hui que l'université forme plus des personnes qui sont généralistes, on prend des matières de X, on met dans Y, que des personnes qui sont spécialisées dans un domaine bien précis? Non, le système éducatif, je suis en train de préciser, je pense que vous allez reprendre votre cours. Le problème, c'est quoi? C'est que la formation universitaire est structurée. C'est que ça veut dire, par exemple, le cycle qu'on offre à l'université, nous avons pratiquement, aujourd'hui, il y a les systèmes LMD, master, licence, master et doctorat. Voilà. 3 ans, c'est pour qu'on vous inculque certaines informations. Des bases. Ouais. Ça veut dire que vous êtes juriste, on vous donne quelques matières de biologie, de physique, quelques matières de psychologie, en termes de connaissances, parce que dans la vie pratique, vous allez y trouver. Mais lorsque vous atteignez les niveaux maîtrise, là, vous devenez spécialiste en telle ou telle autre matière. Ça ne fait pas de vous un généraliste, ça ne fait pas de vous, je ne sais pas, quelqu'un qui est bloqué Dakar. C'est ce que je voudrais préciser. D'ailleurs, quand je parlais de ce qui concerne le journaliste, ce n'est pas en termes. Vous avez posé une question précise. En termes de cours, ce n'est pas une généralité sur ce qui concerne. On prend la matière des droits, tout ce qui est des droits, on donne à ce qui est de. Sur ceux qui sont de médecine, par exemple. Non. Il y a de cours. C'est par là que je dis que nous sommes des généralistes. Vous apprenez, même si vous apprenez par rapport à ce qui concerne la médecine aujourd'hui, on va vous dire que on va vous apprendre aussi des notions de droit, ainsi de suite. Et cela n'est pas refusé. Mais aussi revenir, parce que M. Eli a évoqué une question de catégorie ici, a évoqué une question de qualification par rapport à ce qui concerne le chômage. Je vais le dire ouvertement. Que lorsque vous parlez de ce qui concerne être chômeur ou être ceci, cela, il faudrait avoir une qualification. Moi, je dis que c'est faux. Quand l'État congolais, quand il s'agit de l'État congolais, de créer l'emploi, par exemple, quand il s'agit de créer d'emploi, c'est à toutes les couches, en fait. C'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. À ceux qui n'ont pas étudié, à ceux qui ont étudié. Non, s'il vous plaît, chers journalistes, ça, on ne peut pas laisser passer. Ça, on ne peut pas laisser passer. Mais monsieur Gédéon, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Il existe en République... Non, laissez-moi. Il existe en République démocratique du Congo l'Office national de l'emploi. L'Office national de l'emploi enregistre tout celui qu'on appelle chômeur. Non, il y a l'ONEM. Est-ce que vous êtes enregistré à l'ONEM? Non, c'est pas par émotion. Est-ce que vous êtes enregistré à l'ONEM? Non, je vous dis ceci. Est-ce que vous êtes enregistré à l'ONEM? L'ONEM, c'est l'Office national de l'emploi. Et cet office enregistre tout ce qui est chômé. Moi, à mon niveau, ce n'est pas étudié. Qu'est-ce que l'État doit faire à mon niveau? Vous n'êtes pas chômé. Non, c'est là que vous devez justement... Non, vous n'êtes pas chômé. Monsieur le présentateur, là, il est en train justement d'amener le terme chômeur à ce qui est scientifique. Non, c'est pas ça. Non, s'il vous plaît. C'est à tout le niveau. Nous devons amener le terme chômage à tout le niveau. On ne doit pas seulement l'amener au niveau où il s'agit, à ceux qui résultent. Non, mais aussi à toutes les personnes qui ne travaillent pas. Si l'État congolais m'engage moi aujourd'hui, vous savez pourquoi la plupart des jeunes aujourd'hui sont dans ce qui est dans ce taux de l'employabilité qui est très élevé. Pourquoi? Parce que la plupart de vous sont en train de croire d'abord premièrement aux études. Alors qu'il y a de vos jeunes que vous allez trouver dans des carrières minières, qui vous travaillent convenablement, qui ont de l'argent de plus que vous, qui ont de l'argent de plus que vous. Et on va les appeler les chômeurs. Écoutez, s'il vous plaît. Non, il faut bien expliquer les choses. S'il vous plaît, nous devons bien expliquer les choses pour que... De l'ordre, s'il vous plaît. Merci, je vais y revenir, mais il faut bien expliquer les choses en tout cas. Il y a des jeunes
On ne peut pas amener cet homme-là au niveau scientifique. Oui. C'est à tout le niveau. Il faudrait chercher S'il y a de jeunes, celui qui n'a pas étudié. voilà, s'il y a de jeunes, s'il y a de jeunes, Monsieur, prenons un exemple d'un mécanicien. Oui. Il n'a pas étudié, mais il a pris cela par l'applicabilité. Oui. Et il apprend, et puis il vous dit, vous qui avez c'est le étudié là, savoir-faire. vous n'avez pas les notions. Et aujourd'hui, Tout ça est prévu dans la politique de l'emploi. Monsieur Limousine. La chose grave, c'est que, Oui. ceux qui sont partis à l'université apprendre sous le banc de l'école de l'université là n'ont pas assez de compétences que ces jeunes là qui Des ont compétences appris. pratiques. Voilà, Merci. des compétences pratiques. Merci. Je finis Merci. en quelques secondes. Ça aussi, c'est un autre élément qu'on ne peut pas laisser passer, s'il vous Vous plaît. allez voir Oui. vos jeunes là qui vous font de l'architecture là-bas. Oui. Mais lorsque vous allez à la cité, vous trouvez un jeune homme Qui vous construit. convenablement de plus que ce jeune-là qui arrive Merci. à faire l'université. Merci, monsieur Arcelonga. Je reviens avec monsieur Félix. Est-ce que aujourd'hui, monsieur Arcelonga a épinglé un point très capital. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez que l'État congolais doit pourvoir les emplois, même pour ceux qui n'ont pas d'adjectifs qualificatifs, pour ceux qui n'ont pas étudié, et sur base de quoi l'État doit fournir de l'emploi à ces gens-là? En fait, je suis en train de rire un tout petit peu quand l'intervenant est en train de parler justement. Il a parlé que l'État doit donner de l'emploi même aux chômeurs. Voilà. Déjà, pour être chômeur, il faut être enregistré à l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Mais je pense que ça avait épinglé. Voyez. Donc, l'État ne va pas aller te chercher là où tu es, je ne sais pas quel quartier tu es, où, voyez-vous. Donc, il a épinglé la main où ceux qui sont. C'est bon, il a vraiment mis beaucoup de choses dans son intervention qu'on ne peut pas toucher parce qu'il a vraiment perdu les téléspectateurs. Revenons à la question. L'État, exactement, vous voyez. Donc, revenons à la question essentielle. L'État doit aider les jeunes d'une manière un peu, je peux dire comment, légale, à s'insérer d'une manière sur les plans professionnels. Et les jeunes qui n'ont pas étudié aussi. Non, là, si les jeunes n'ont pas étudié, nous mettons en évidence les savoir-faire. C'est les Les compétences pratiques. Non, plutôt. Les compétences pratiques. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Continuer. Tolérance, merci. Messieurs. Je pense que ici, non, messieurs, nous devons mettre les choses en place. Je n'ai pas encore terminé. Non, il y a une cacophonie. Nous sommes en train de perdre les téléspectateurs. En République démocratique du Congo. Qui termine son idée. Merci. Allez-y, finissez. Si ça vous dépasse, je peux pinguer ou dire les synonymes. Donc, en d'autres termes, c'est que l'État devait mettre des formations qui sont un peu pratiques, qui sont beaucoup plus... La compétence pratique. Qui sont beaucoup plus dans la société. Vous voyez, mettez ça en évidence pour les jeunes. Peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de promouvoir l'éducation là-bas, l'éducation gratuite, tout ça. C'est formel et ça entre toujours dans des compétences théoriques jusque-là. Voilà. Alors, pour aider ces jeunes-là, l'État, à son niveau, devait mettre des formations professionnelles, des formations pratiques. Et d'ailleurs, ça s'est fait avec ANADEC. Ce sont des formations, d'ailleurs, des formations organisées par ANADEC, ce sont des formations qui sont gratuites. Voilà. Ce sont des formations d'insertion professionnelle. Merci. Et vous allez voir, les jeunes, ils participent. On va revenir à vous. Je suis avec monsieur Jean-Pierre Kakoudi. Est-ce que l'État doit pourvoir de l'emploi pour ceux qui n'ont pas des qualifications, pour ceux qui n'ont pas fait des formations académiques, des formations scolaires, quelqu'un qui n'a jamais été en premier primaire, il a grandi, il est adulte aujourd'hui. Est-ce que l'État a les devoirs des pouvoirs de l'emploi pour ces personnes-là? Et sur base de quoi l'État doit s'appuyer? Sur base de quelle méritocratie l'État doit s'appuyer pour donner de l'emploi à ces personnes? Très bonne question. Je ne suis pas avocat, mais j'ai un peu de connaissances dans la Constitution. Voilà. Il y a quelques aptitudes qui entrent en jeu, ou quelques critères. Premier critère, il faut être congolais. Voilà. Deuxième Déjà critère, être congolais, c'est mériter de l'emploi. Voilà. Même Deuxième critère, avoir avoir 18 ans. Voilà. Troisième critère, être apte. Voilà. L'aptitude physique. C'est ce que la Constitution dit. Voilà. Pour avoir de l'emploi. Non, il faut nous donner des précisions. Monsieur Jean-Pierre Kakoudi, sur base de quoi voilà. l'État va s'appuyer pour donner de l'emploi à cette personne qui est apte, qui est congolais, mais également... Non. Qui a 18 ans. Non, s'il vous plaît. Voilà, il y a des... Maintenant, je vais répondre. Non, s'il vous plaît. Parce que vous savez, parfois quand il y a d'autres choses qu'on écoute, on ne sait pas comment est-ce qu'on peut passer ça. Non, s'il vous plaît, est-ce que ces trois critères-là, ce sont des critères vraiment lorsqu'on explique... Non, moi je suis psychologue du travail et des organisations. Lorsque des choses comme ça s'est dit, je ne peux pas... Écoutez-moi s'il vous plaît. Non. Monsieur Limouze, nous avons étudié l'analyse des emplois. Les travaux manuels. Quelqu'un, l'étude du marché de l'emploi, s'il vous plaît. Cher journaliste, pour faire la sécurité, il faut travailler. Écoutez l'explication. Cher journaliste, permettez-moi. C'est déjà un travail. Permettez-moi, s'il vous plaît. Il y a ceci. Nous sommes dans un pays à peu près 120 millions d'habitants, 70% de jeunes.
avec un taux de chômage. Non, laissez-moi vous dire. Laissez-moi vous dire. 80% de chômage, à peu près 60. Nous sommes déjà 90. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi parler. Pour les jeunes, on parle aujourd'hui de 78% de chômage chez les jeunes. Dans les 78%, il y a ce que j'ai appelé ici les actifs d'abord. Les actifs occupés et les actifs inoccupés. Les inactifs maintenant, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi finir ma réflexion. La question est-ce que l'État peut donner du travail? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Il faut vous faire comprendre que les téléspectateurs vous comprennent. Dans les actifs inoccupés, les inactifs inoccupés, c'est par là qu'on retrouve des gens qui n'ont pas de qualification. Est-ce que vous comprenez ça? Inactifs inoccupés. S'il vous plaît. Monsieur Jean-Pierre, tolérance. Un inactif, monsieur Gédéon, je ne peux pas laisser passer ça. Un inactif, c'est quelqu'un qui n'a pas d'aptitude pour travailler. Par exemple, mais laissez-moi finir ma réflexion. C'est lui inactif. Comment est-ce que tu peux inactif inoccupé? Il y a ceci. Non, laissez-moi chuter. Là où l'État intervient, écoutez, là où l'État intervient, c'est à quel niveau? Là où l'État intervient, c'est à quel niveau? C'est à ce qu'on appelle la politique nationale de l'emploi. À ce niveau-là, l'État peut engager ce qu'on appelle la flexibilité du marché de l'emploi. Il peut engager ce qu'on appelle la politique des gros travaux. Aujourd'hui, qui peuvent prendre justement la masse des personnes qui n'ont pas de qualification aujourd'hui, et ils peuvent les affilier aux gros travaux, à la réhabilitation des ports, les infrastructures. Non, écoutez, là j'ai appelé la flexibilité du marché de l'emploi. Donc ça veut dire qu'il y a un problème, l'État doit trouver une solution adéquate, c'est ça. Dans la Constitution, pour avoir de l'emploi, il n'y a pas de qualification. S'il vous plaît, merci. Je suis avec M. Félix. Aujourd'hui, si nous devons engager des réformes sur le plan éducatif, sur la formation académique universitaire, quelles sont les réformes qui doivent être engagées d'une manière concrète pour permettre à ce que les compétences que nous sommes en train d'acquérir sur le banc de l'université soient égales à la demande qu'on cherche sur les marchés de l'emploi? Belle question en tout cas, comme je l'avais épinglé dans mon préambule. Donc les universités doivent... Et vous chutez également parce que nous sommes déjà à la fin, il nous reste quelques minutes. Les universités doivent être en collaboration avec les entreprises. Et partons des réformes du calendrier académique. Il y a des cours qui doivent être obligatoires, que les universités doivent intégrer dans leur programme. C'est les cours à caractère numérique. Là, j'ai mis en évidence par rapport à l'IA. L'informatique. L'informatique, c'est dit de manière un peu globale. L'intelligence artificielle. Oui. L'intelligence artificielle, c'est un cours qui doit vraiment être inséré. Non, c'est tout le monde. Oui. Aujourd'hui même, tu pars en médecine à l'hôpital, il y a toujours l'IA va intervenir. Tu pars dans n'importe quel bureau ou quel secteur d'activité, dans des mines, il y aura l'IA. Vous voyez. Donc c'est quelque chose qui va affecter tout le monde, qui va affecter donc je peux dire comment, les secteurs d'activité. Donc partant des cours, des révisions du système académique, c'est au niveau de l'université de voir des connaissances qui sont beaucoup plus, des compétences qui sont beaucoup plus recherchées dans les entreprises qui vont adapter. Alors pour les savoirs, c'est les universités d'être aussi en collaboration avec les entreprises. Merci. Je suis avec M. Arsène Lunga. Les réformes engagées aujourd'hui, quels sont les cours ou le cours qu'on doit mettre chez tout le monde aujourd'hui pour permettre à ce qu'il y ait une cohérence entre les compétences qu'on est en train d'acquérir sur les bancs de l'université et aussi la solidisation du marché de l'emploi? Vous savez, si l'État ne sait pas y remédier le plus vite possible, ça sera un problème, pour la sécurité personnelle. L'article 42 de la Constitution dispose à ce que l'État puisse prendre les mesures par rapport à ce qui concerne la jeunesse congolaise. Ça veut dire nous protéger par rapport à tout ce qui nous concerne, nous, la jeunesse. S'il s'agit de l'emploi, la jeunesse doit avoir l'emploi. Je l'ai dit qu'il y a tout le niveau. Chacun doit travailler. Allez-y, par rapport à la question. Les réformes qu'on doit engager aujourd'hui. Les réformes qu'on doit engager aujourd'hui, c'est que l'État doit partir à tout le niveau, dans le sens où ceux qui ont étudié doivent travailler. Ceux qui n'ont pas étudié, ainsi de suite. Mais comment faire? Parce que lorsque vous tablez que sur quelques sites ou sur quelques personnes... Au niveau de la formation académique, quelles sont les réformes qu'on doit engager au niveau de l'université pour qu'on puisse répondre à la demande du marché? Voilà la question. Au niveau de l'université, je dirais que c'est l'État qui doit venir en aide ou y remédier par rapport à ce qui concerne le jeune. C'est que s'il s'agit de nous enseigner de ce qui concerne le droit, il faut nous montrer où aller travailler. Voilà.
on reste spécialiste et on doit travailler justement dans notre domaine. Oui. Mais si on allait dans ce sens-là avec notre pays qui est sous-développé, je vous dis qu'on n'ira pas loin. On n'ira pas loin. Seulement qu'on doit le faire mieux. Mais pour conclure, parce qu'Arsène Ilunga a dit un jour que la jeunesse reste une jeunesse assez forte. Okay. Si la jeunesse qui n'a pas d'emploi aujourd'hui ne sait pas se donner convenablement... Merci. Je suis avec monsieur Elimosé. Allez-y, les réformes engagées aujourd'hui dans quelques secondes seulement. Je serai très rapide. Alors, déjà, je suis un scientifique. Un scientifique ne réfléchit pas qu'il faut éliminer telle ou telle autre discipline. Non. Oui. Chaque discipline est complémentaire. Ouais. Le plus essentiel, c'est d'amorcer ou encore de réfléchir dans le sens de pouvoir favoriser certaines matières qui est clé. Entre autres, l'apprentissage du numérique. Toutes les facultés ou toutes les universités doivent inclure dans le programme l'apprentissage du numérique. Ça doit être comme des cours d'option, parce qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Et pour des jeunes qui ont déjà des qualifications, moi, tout ce que je leur conseillerais, c'est de cultiver la polyvalence. Le monde aujourd'hui veut à ce que vous puissiez vous adapter à l'évolution de ces mondes ici. Et donc, rester focus sur votre domaine de prédilection va vous faire traîner dans des emplois précaires. Monsieur Pierre Kakodji, les réformes engagées aujourd'hui dans les milieux éducatifs afin de concilier les compétences acquises à l'université, également la demande du marché de l'emploi. Merci beaucoup, M. Gédéon, pour la question. C'est seulement au Congo où tu peux être psychologue, mais tu n'as jamais touché à un testothèque. Okay. C'est seulement au Congo où tu peux être informaticien sans avoir d'ordinateur. Ouais. Et le problème, c'est que le système éducatif en République démocratique pas un problème des Congo seulement. Bâclé. C'est que le système éducatif doit voir les besoins qu'a l'entreprise et mettre ça dans les programmes éducatifs. Ça, c'est un des deux. Nous, jeunes, nous savons que notre pays est dans un moment où sous-développé, dans un moment où il n'y a pas de l'emploi. Maintenant, nous, jeunes, nous devons entreprendre, nous devons faire des choses pour éviter ces sous-emplois. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Entre nos jeunes, il y a une citation qui dit « Soyez polyvalents ». Car ces pays, c'est comment humilier les diplômes des gens, mesdames et messieurs. Cultiver la polyvalence, c'est s'ouvrir au champ, au marché de l'emploi, mesdames et messieurs. C'est par ici que nous mettons un terme à ces numéros de Entre nos jeunes de ce mardi 5 mai 2026. C'était avec un grand plaisir que nous vous avons servi. Vous avez entendu ici, les idées se sont entrechoquées. Sur ce plateau d'Héritage Télévision, on a parlé aujourd'hui du sous-emploi des jeunes. Est-ce la conséquence d'une formation académique qui ne tient pas compte des réalités du terrain ou du marché de l'emploi? Vous avez entendu ici des jeunes qui sont engagés, qui ont donné leurs idées par rapport à la thématique du jour. Entre nos jeunes revient le mardi prochain avec le même réel plaisir de vous servir. Au revoir.